Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Youssef Saïed nommé Premier ministre, jusque-là ministre des Affaires locales. Cet ingénieur agronome de 40 ans succède à Habib Esside, désavoué par le Parlement. Les autorités burundaises toujours opposées à l'arrivée de policiers de l'ONU. Cette résolution a été votée au Conseil de sécurité afin de faire respecter les droits de l'homme dans le pays. Puis cette incertitude autour du second tour de la présidentielle de dimanche à Sao Tomé et Principe. Le président sortant Manuel Pinto da Costa, qui dénonce des fraudes, se retire de ce second tour. Youssef Saïed, membre de Nida Tounes, le parti fondé par le président Béji Caïd Essebsi, est chargé de former un cabinet d'union nationale. Crise économique, lutte contre le terrorisme, les défis sont nombreux pour le nouveau Premier ministre qui deviendra, si toutefois il obtient la confiance du Parlement, le plus jeune chef de gouvernement depuis l'indépendance du pays en 1956. Olivia Hérédobré. Youssef Saïed, nommé Premier ministre en Tunisie. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a nommé ce 3 août 2016 l'ingénieur agronome de 41 ans, Youssef Saïed, à la tête du gouvernement. 30 jours est le délai dont dispose le nouveau chef du gouvernement pour former une nouvelle équipe au terme de la Constitution. J'ai rencontré aujourd'hui le président de la République qui m'a chargé de former le gouvernement d'union nationale. Ce sera un gouvernement politique, un gouvernement de compétences, de jeunes. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle étape qui requiert des efforts, des sacrifices, de l'audace, du courage, de l'abnégation et des solutions sortant du cadre classique. Le ministre des Affaires locales dans le gouvernement sortant, Youssef Saïed, entend faire de la lutte contre le terrorisme et la corruption les priorités de son nouveau gouvernement. Cette désignation fait suite au désaveu de l'ancien Premier ministre Habib Esside qui s'est vu retirer la confiance du Parlement le 30 juillet 2016. À son tour, Youssef Saïed devra obtenir le vote de l'Assemblée pour confirmer sa position de Premier ministre du gouvernement d'union nationale. Le président de la République propose, mais le Parlement dispose. Non, les dates ne sont pas fixées, elles sont déterminées dans les articles adéquats de la Constitution que nous avons rédigée et votée il y a 2 ans. Lui, j'espère qu'il a eu le temps de prendre des contacts nécessaires pour constituer son gouvernement. Et il ne peut se présenter devant les assemblées que s'il a un gouvernement et surtout s'il a un programme, parce que les gouvernements on en voit passer, mais les programmes on n'en voit pas beaucoup. Le parti islamiste Ennahda et la formation Nida Tounes, qui soutient le président Essebsi, possèdent ensemble la majorité des sièges au Parlement et composent la coalition gouvernementale. Selon les observateurs, la nomination de Youssef Saïed devrait sans doute être entérinée par les députés. Et la crise s'enlise au sein du gouvernement sud-soudanais avec cette série de limogeages opérés mardi par le président Salva Kiir. 5 ministres proches de son rival et ancien vice-président Riek Machar ont été démis de leurs fonctions, parmi lesquels le ministre du pétrole ou encore celui de l'éducation. Cette décision est susceptible d'exacerber les tensions autour de l'accord de paix signé en août 2015. Et le Burundi refuse en bloc le déploiement de 228 policiers de l'ONU, une décision prise au Conseil de sécurité sur proposition de la France afin de faire face à la crise qui dure depuis plus d'1 an et qui a déjà fait au moins 500 victimes sur place. Les autorités accusent l'ONU de violer la souveraineté du Burundi. Le récit d'Idlet Mirabel Bissou. Le Burundi a officiellement réagi mardi 2 août 2016 à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'une résolution autorisant le déploiement progressif de 228 policiers sur son territoire. Comme la population qui a manifesté au lendemain de la dite résolution contre la présence des casques bleus sur son territoire, les autorités répondent aussi à la communauté internationale par la négation. Selon le communiqué du gouvernement, les forces de sécurité et de défense burundaises sont aptes à assurer l'intégrité du territoire national. La République française conçoit des résolutions pour perturber ou aggraver la situation au Burundi. Il y a eu l'insurrection, les gens n'ont rien dit. Il y a eu le cafouillage, les gens n'ont rien dit. Aujourd'hui, nous maîtrisons la situation à 100% sur le territoire national. Quel sera l'apport de ces policiers? En février 2016, le président Pierre Nkurunziza avait accepté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour favoriser l'ouverture d'un dialogue avec les opposants.
L'objectif était de mettre fin à la crise politique grandissante dans le pays depuis avril 2015. Selon certains observateurs, les violences ont relativement diminué dans le pays depuis janvier 2016. Des actions gouvernementales pour instaurer un climat de paix et de stabilité au Burundi ont été lancées. Il s'agit entre autres du désarmement volontaire des rebelles de Mugamba qui a officiellement pris fin le 15 juin 2016 et du dialogue inter-burundais toujours en cours dans le pays. Le gouvernement a opté et soutient les efforts de la médiation de Benjamin Mkapa et le gouvernement a initié la commission de dialogue inter-burundais. Nous sommes là, nous avançons vers là et nous sommes à l'écoute de l'Union africaine et nous avons même dans ce communiqué accepté de finaliser les modalités d'envoi des forces de l'Union africaine et les observateurs militaires qui étaient convenus avec le gouvernement. Donc nous sommes disposés à continuer à marcher dans le bon sens. Depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015, des vagues de protestations se sont multipliées à travers le pays. Le Burundi était sous haute tension pendant la présidentielle et les élections législatives et communales de juin 2015. À chaque scrutin, les forces de défense et de sécurité étaient déployées pour éviter des débordements. Aujourd'hui, les Burundais estiment que le pays est apte à régler ses conflits internes. Le processus de dialogue est toujours en cours au Burundi. Je vous le disais en titre, à Sao Tomé et Principe, le président sortant se retire du second tour du scrutin présidentiel prévu ce dimanche, qualifié avec un peu plus de 24% des voix derrière Evaristo Carvalho. Le chef de l'État sortant, Manuel Pinto da Costa, évoque des fraudes lors du premier tour et exige désormais l'annulation de tout le processus électoral. Idlet Mirabel Bissou. Le président sortant de Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Costa, a annoncé le 2 août 2016 son refus de participer au second tour de l'élection présidentielle prévue le 7 août prochain. Il dénonce des fraudes lors du premier tour et demande l'annulation de tout le processus électoral. Pour rappel, le président sortant Manuel Pinto da Costa a obtenu 24,83% des voix derrière Evaristo Carvalho qui a eu 49,8% de suffrages exprimés. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle contre sa volonté. Continuer à participer à un tel processus électoral reviendrait à le cautionner. Je ne le fais pas en tant que candidat, encore moins en tant que président de la République. Dans cette élection à rebondissement, la commission électorale avait d'abord donné l'adversaire de Manuel Pinto da Costa, Evaristo Carvalho, vainqueur dès le premier tour avec 50,1% de suffrages avant de se raviser en invoquant un scrutin différé dans une petite localité et le vote de la diaspora. De la part du président sortant da Costa, s'il se retire dès maintenant, c'est peut-être dans une volonté de faire jouer les règles de la démocratie et de reconnaître son échec, non seulement de sa gestion, mais de sa course à l'élection présidentielle. Mais on peut aussi craindre, étant en Afrique, que cela peut être la préparation d'un mouvement de contestation aussi, qu'il peut initier et tenter de remettre en cause l'élection de dimanche. Les observateurs qualifient cette crise politique d'inhabituelle dans cet archipel d'Afrique de quelques 200 000 habitants. Même si le pays dépend à 90% de l'aide internationale, le développement reste un défi permanent des gouvernants. Le président sortant, Manuel Pinto da Costa, soufflera sa 79e bougie le 5 août 2016. Au Rwanda, l'Institut national de la statistique s'est dernièrement penché sur les chiffres du chômage. Le chiffre de 3,4% circulé depuis 2012, un taux de chômage qui laissait bon nombre de Rwandais quelque peu dubitatifs, mais de nouvelles estimations qui se veulent plus réalistes viennent de paraître. C'est un reportage de notre correspondant Olive Adjakoto. Le taux de chômage est désormais de 13,2% au Rwanda, selon l'Institut national de la statistique. Une nouvelle étude qui vient clarifier la situation des sans-emploi dans le pays, estimée à 3,4% depuis les recherches de 2012. L'analyse de 2016 a pris en compte plus de 6,5 millions de Rwandais âgés d'au moins 16 ans. Près de 3 millions d'entre eux bénéficient d'un emploi et 430 000 n'ont pas encore eu la chance d'exercer une fonction. Le taux de chômage dans le milieu urbain est de 15,9%, tandis que celui du monde rural s'élève à 12,6%. Si on regarde la méthodologie utilisée, la statistique est réalistique. Mais
Si on regarde la réalité, le contexte rwandais même, il doit y avoir d'autres aspects de la réalité qui n'a pas été couvert, qui n'a pas été touché par l'enquête. Avant, on disait 3,4, mais on se demandait comment on est arrivé à 3,4, alors qu'à l'œil nu, ça se laisse voir que ceux qui cherchent l'emploi ici au Rwanda sont très nombreux. Le nouveau chiffre, d'où 13,2%, plus ou moins proche de la réalité. En 2014, les diplômés de l'Université publique du Rwanda étaient environ 5 000. Ils sont passés à 8 000 en 2015 et à 8 500 en 2016. Une main-d'œuvre qualifiée, mais difficilement absorbée par le marché de l'emploi. Certains observateurs préconisent l'entrepreneuriat et d'autres la limitation des naissances pour mieux lutter contre le chômage. Ils peuvent réduire le nombre d'enfants qu'ils font comme ça, mais peut-être dans les années 2050, le problème serait résolu. Sinon, ça serait plus grave. Toute cette jeunesse qualifiée devrait avoir des connaissances supplémentaires dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine de business, dans le domaine de montage et gestion des petits projets. Les 30 districts du pays disposent au moins d'un centre incubateur pour mieux insérer professionnellement les jeunes. Celui de Kigali a déjà trouvé de l'emploi à 51% des jeunes ayant sollicité ses services. L'actuel gouvernement rwandais compte beaucoup sur la création de 200 000 emplois non agricoles annuellement d'ici 2018 pour mieux lutter contre le chômage et le sous-emploi. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.